Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 28 juin. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler de la participation particulièrement élevée des Français aux élections législatives. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. Côté politique, Jean-Luc Mélenchon était l'invité du 1945 sur M6 ce jeudi. Interrogé sur des pancartes anti-police brandies lors de manifestations sur lesquelles on pouvait lire par exemple « Un flic mort égale un vote pour le RN en moins », le leader de la France insoumise a invoqué le droit de rigoler, tout en précisant que la mort n'était pas drôle. Une déclaration qui a suscité l'indignation du syndicat Alliance Police Nationale. D'ailleurs, en parlant de Mélenchon, il avait déploré le fait que la géopolitique ne soit pas abordée lors des débats pour les législatives. Eh bien, son allié du Parti socialiste Olivier Faure a expliqué la vision du nouveau Front populaire vis-à-vis de la guerre en Ukraine. On l'écoute. Alors, il y a des lignes rouges. L'envoi de troupes au sol, c'est absolument pas demandé, y compris par Zelensky ou par les Ukrainiens. Donc c'est absolument inutile. Et quand le président de la République l'a proposé, il a simplement réussi à diviser les Européens et pire encore, à adresser à Poutine une information qu'il n'avait pas encore, c'est que les Européens ne sont pas disposés à aller au sol. Donc en termes de dissuasion, c'était zéro. En revanche, s'il s'agit de missiles qui permettent de viser sur le sol russe des infrastructures qui servent à bombarder le sol ukrainien, nous y sommes évidemment favorables. Et les militantes du collectif Némésis, des féministes identitaires qui dénoncent souvent les conséquences de l'immigration et l'insécurité des femmes en France, sont intervenues pendant un événement du nouveau Front populaire. Elles portaient des pancartes disant par exemple « Voter Front populaire, c'est voter pour Raphaël Ernaut qui agresse des femmes ». Les militants de gauche les ont alors violemment attaquées et elles ont dû prendre la fuite avec leur service d'ordre. Elles ont ensuite dénoncé la violence de la réaction des militants, parlant d'un véritable lynchage. Et sur un sujet tout autre, The Epoch Times s'est entretenu avec le docteur Jean-Marc Sabatier du CNRS et la journaliste scientifique Estelle Fougère, qui ont conjointement écrit le livre intitulé « Covid long et effets indésirables du vaccin, les mécanismes biologiques et les traitements prometteurs ». Cet ouvrage explore les mécanismes biologiques complexes du Covid long et des potentielles réactions indésirables au vaccin. Il cherche à aider les patients et les professionnels de santé à mieux comprendre les symptômes invalidants et persistants du Covid-19, tant post-infectieux que post-vaccinaux. Vous trouverez le lien vers cet entretien en message épinglé sous cette vidéo. Et il est maintenant temps de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui passionne toutes les discussions, les élections législatives. Car oui, vous vous en êtes sûrement rendu compte, cette fois-ci, le sujet suscite un vif intérêt chez les Français. Les experts s'attendent d'ailleurs à une mobilisation exceptionnelle, bien supérieure à celle observée en 2022. En tout cas, après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, les Français semblent déterminés à faire entendre leur voix lors des élections. Pour preuve, malgré la période estivale, de nombreux électeurs ont choisi de reporter leurs vacances dans l'unique objectif de pouvoir se rendre aux urnes, pendant que d'autres ont opté, eux, pour le vote par procuration. Évidemment, cette volonté de participer activement au scrutin reflète l'importance de ces élections aux yeux des citoyens. Il semble que le contexte politique tendu ait fait prendre conscience aux Français des enjeux cruciaux qui se jouent. Voici les détails. Malgré la proximité des vacances scolaires, l'engouement des Français pour le scrutin législatif connaît une hausse spectaculaire par rapport aux législatives de 2022. Le nombre de procurations enregistrées a atteint un niveau record, avec près de 2,1 millions de demandes, soit 2 fois plus que lors des dernières élections législatives. Selon une enquête IFOP, 66% des inscrits prévoient de voter. En contraste, seuls 47,8% l'avaient fait en 2022. Une hausse notable qui rompt avec la tendance à la baisse observée depuis 1993. D'après la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, les votes en ligne ont atteint une participation record avec plus de 410 000 votes. En comparaison, 250 000 votes en ligne avaient été enregistrés en 2022. Les jeunes et les sympathisants de gauche semblent particulièrement mobilisés, avec respectivement 19% des 18-24 ans et 16% des électeurs de gauche ayant décalé leurs vacances pour pouvoir voter. Autre signe de l'importance de ces élections, de nombreuses personnalités ont pris position, ce qu'elles réservent d'habitude à la présidentielle. Ainsi, 160 sportifs dans une tribune, dont Yannick Noah, Jo-Wilfried Tsonga, Marion Bartoli ou Marie-Josée Pérec, mais aussi l'attaquant des Bleus Marcus Thuram, les actrices Judith Godrèche et Marion Cotillard, l'influenceuse Léna Situation ou encore le youtubeur Squeezie ont appelé à voter contre la droite.
Effet relativement inédit selon les syndicats d'enseignants et la FCPE, la première organisation de parents d'élèves, le tissu associatif qui ne se mobilise jamais montre aussi son soutien, comme c'est le cas par exemple de la Fédération française du scoutisme. Si la mobilisation s'annonce forte maintenant, reste à savoir quel camp en tirera profit. Les sondeurs eux-mêmes reconnaissent qu'il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera l'hémicycle de l'Assemblée nationale après le 7 juillet. Et comme dirait Christelle Craplet de BVA Opinion, maintenant la question c'est qui va se mobiliser et où? En effet, l'impact changera en fonction de si la mobilisation concerne des circonscriptions déjà conquises par un camp ou des territoires plus contestés. Alors en fin de compte, quelles conséquences cette mobilisation exceptionnelle pourrait-elle avoir sur le résultat final? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, cette fois-ci, les élections législatives ne seront pas une simple formalité post-présidentielle, comme c'était le cas depuis 2002. Elles pourraient bien rebattre les cartes politiques en France. Et vous alors, avez-vous prévu d'aller voter? Dites-le nous dans les commentaires. Gabriel, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et à liker la vidéo. Cela pourra amener plus de personnes à découvrir nos émissions. Merci. Et on passe à la politique de l'UE. Les dirigeants européens se sont accordés pour reconduire Ursula von der Leyen à la tête de la Commission et nommer l'Estonienne Kaja Kallas comme nouvelle chef de la diplomatie européenne. Malgré l'opposition de l'Italienne Giorgia Meloni et du Hongrois Viktor Orban, la majorité des dirigeants a salué cet accord. Enfin, l'ex-premier ministre portugais António Costa est lui désigné comme futur président du Conseil européen. Ces nominations devront toutefois encore être validées par le Parlement mi-juillet. Et outre-Atlantique, aux États-Unis, jeudi soir sur CNN, s'est tenu le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump pour la présidentielle. Les deux candidats se sont affrontés sur des sujets comme l'inflation, l'immigration et l'avortement, sans grande surprise sur le fond. Biden est apparu très diminué, restant sur la défensive, l'air parfois désorienté et bafouillant. Une prestation qui n'aura sans doute pas rassuré son camp alors qu'il peine à rattraper Trump dans les sondages. On peut tout de même voir quelques images de ses supporters qui l'encouragent à la sortie du débat. Et du côté du Moyen-Orient, le Hezbollah a annoncé avoir bombardé une base militaire dans le nord d'Israël, suite à des frappes israéliennes ayant tué l'un de ses combattants. Des dizaines de roquettes de type Katyusha ont été lancées contre la base. L'armée israélienne a rapporté environ 35 tirs en provenance du Liban, majoritairement interceptés. Aucun blessé n'a été signalé. Beaucoup redoutent une escalade encore plus dramatique du conflit. Et on retrouve tout de suite Vladia pour les actualités Chine. Vladia, c'est à vous. Merci Gabriel, bonjour à tous. Des remarques très directes ont été faites à la Chine communiste par un haut fonctionnaire américain. L'ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, a critiqué le PCC pour l'aide qu'il apporte à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Voici ce qu'il a déclaré lors d'un discours à Shanghai. Notre critique de la Chine, de la République populaire de Chine, est qu'elle n'est pas neutre, mais qu'elle s'est rangée du côté de la Russie dans cette guerre. Nous pensons que c'est une grande erreur de permettre aux entreprises chinoises d'envoyer autant de composants technologiques, de microprocesseurs, de nitrocellulose à la Russie, dans le but de renforcer et de consolider la base industrielle de défense de la Fédération de Russie pour cette guerre brutale. L'ambassadeur américain a déclaré que la relation de la Chine dans la guerre en Ukraine est centrale pour les États-Unis et ne peut être ignorée dans les discussions sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Ce genre de critique est plus ferme que d'habitude du côté américain. Dans une interview accordée mardi au Wall Street Journal, l'ambassadeur a déclaré que le régime chinois mine les liens avec l'Amérique. Il a ajouté que malgré les promesses de renforcer le dialogue de part et d'autre, la Chine prend des mesures pour rendre la diplomatie impossible, notamment en alimentant le sentiment anti-américain et en empêchant ses citoyens de participer à des événements organisés par les États-Unis. En outre, le diplomate a déclaré que Pékin rendait la tâche d'étudier à l'étranger plus difficile pour les étudiants chinois. Les autorités, les écoles et les employeurs ont fait pression sur nombre d'entre eux pour qu'ils se retirent des programmes d'échange financés par les États-Unis. De plus, Nicholas Burns a évoqué un incident récent survenu dans le nord-est de la Chine, au cours duquel un Chinois a poignardé 4 instructeurs d'université de l'État de l'Iowa. Selon lui, le régime communiste est resté évasif sur les motivations de l'auteur de l'agression.
L'année dernière, les États-Unis ont délivré plus de 100 000 visas d'étudiants à des citoyens chinois. C'est le chiffre le plus élevé depuis la fameuse pandémie de Covid-19. Le taux d'approbation s'est encore accéléré en 2024. Le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté mercredi les commentaires du diplomate, les qualifiant de tirés par les cheveux. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Gabriel, à lundi. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec un grand peintre de la haute Renaissance, Tiziano Vecellio, dit Titien. Titien est né dans le nord-est de l'Italie. Il est considéré comme l'un des plus grands portraitistes de l'école vénitienne. Initié à l'art à Venise, auprès de maîtres comme Gentile Bellini, Titien a connu une brillante carrière. Il est devenu peintre officiel du Palais des Doges. Il a réalisé des commandes pour des palais, des églises et des cours royales européennes, notamment pour Charles Quint. Il est célèbre pour ses portraits et sa mise en valeur originale des femmes dans ses peintures. Le peintre Giorgio Vasari disait de lui, je cite, « Il n'y eut pas un seul seigneur de renom, ni un prince, ni une grande dame, dont Titien, en excellent spécialiste, ne fixa les traits. Sa mort est entourée de mystères, certains émettent l'hypothèse qu'il serait mort de la peste, mais aucun élément ne permet de le confirmer. Il a été inhumé à Venise, laissant derrière lui un héritage artistique remarquable. » Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Excellent week-end à tous, à lundi.